Damien Tivelet, je travaille à Calliope depuis maintenant 1 an et demi en tant que lead dev expert technique. Je suis spécialisé dans la partie JS, donc en full stack, que ce soit en Node.js ou du coup sur les différents frameworks front, et en mobile, donc principalement React Native, mais depuis maintenant 1 an et demi. Ouais, c'est à peu près 1 an et demi, aussi un petit Flutter fanboy. Voilà, ça mange pas de pain, ça on rajoute un petit peu au CV. Ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier. Ça commence à porter maintenant. Du coup, sur du web, sur du mobile, sur du logiciel, sur voilà, les différents aspects. J'ai commencé par une licence système informatique et logiciel, donc à faire vraiment que du logiciel, et j'ai tiré sur le web un peu plus tard. Donc au niveau du parcours, donc voilà, à Calliope depuis 1 an et demi, CGI avant, formateur web pendant quelques années. Il y a 2-3 têtes que je reconnais dans la salle. Et freelance avant ça pendant 9 ans sur toute la partie développement web aussi. Donc au niveau des compétences à l'heure actuelle, ce qu'on me demande, c'est de l'architecture logicielle, c'est du développement front, du développement back, du développement mobile. Et ça ne se voit pas derrière le masque, mais vu que c'est Movember, il y a aussi le port de la moustache qui est demandé comme compétence en ce moment. Vu qu'on est à domicile, j'en profite pour faire un petit peu de pub rapide. Calliope, en quelques mots, c'est 3 axes, voilà, 3 axes principaux. Le delivery, donc toute la partie développement des applications, que ce soit full stack, que ce soit du front, du back, du mobile. De l'intégration web, toute une partie, tout un pôle expérience utilisateur et UI, avec du web design, des design thinking, du digital marketing, et toute une partie infra-réseau avec hébergement, support, maintenance, consulting, DevOps. Tout le petit panel de conseils et d'audit. Donc au sommaire, voilà, vraiment petit retour d'expérience sur le contexte, sur les enjeux, du coup, sur comment est-ce qu'on a abordé ça et dans quelles embûches on est tombé, et du coup, qu'est-ce qu'on ferait de mieux aujourd'hui. Déjà, première étape, le projet, qu'est-ce que c'est? C'était une refonte d'une marketplace de l'UGAP, donc merci à eux de nous avoir autorisé à les citer et à exploiter un petit peu le projet. Donc j'entrerai pas dans toutes les profondeurs parce qu'il y a quand même une confidentialité qu'il faut qu'on respecte, mais quoi qu'il en soit, UGAP, rapidement, ça existe depuis 1968, c'est étatique. Depuis 2004, ils ont eu le statut de centrale d'achat. C'est toute une commission avec des représentants de l'État à la tête de l'UGAP. Et leur rôle, c'est de fournir tous les établissements publics en matériel, que ce soit du taille-crayon jusqu'à la salle d'hospitalisation, les camions de pompiers, voilà, il y a tout ce panel-là. Ils fournissent un petit peu tout. Donc c'est un nombre de références au catalogue qui est énorme. Et en 2020, histoire de placer un petit peu les trucs, ils ont eu 954 000 commandes, ce qui commence à peser son poids. C'est pas Amazon, mais en France, c'est déjà pas mal. Dont 41% en ligne. C'est plus de 5 milliards de chiffre d'affaires, notamment voilà, 4,67 milliards en qualité de grossiste. Et donc voilà, il y a une petite répartition de leur marché à l'heure actuelle. Ils ont fait appel à nous, du coup, il y a 1 an, dans le cadre d'une refonte de leur système. Ils avaient un legacy qui date de 2007, donc voilà, qui commence à avoir un petit peu de place, qui a commencé par une édition, une solution éditeur, un CRM, uniquement pour répondre à la demande de commandes en ligne. En 2009, ils ont eu un objectif supplémentaire qui était un petit peu plus e-commerce. Donc ils ont réalisé un site vitrine, mais totalement découplé du SI. C'était juste un site WordPress qui présentait un peu du contenu et présentait quelques produits. Et en 2011, ils ont décidé de refondre un petit peu leur SI, et c'est là qu'est né leur monolithe Java. Monolithe assez complexe dans leur système, puisque on a un petit schéma en dessous. Il est censé reprendre 3 cibles, la cible des fournisseurs, la cible des UGAPiens et la cible des clients, en fournissant 2 portails web principaux, un portail pour les fournisseurs, un portail pour les clients. Et tout cet ensemble, du coup, est connecté à un CRM, est connecté à une BI, est connecté à une GED, donc une gestion documentaire, est connecté à une indexation, est connecté à des bases de données MySQL. Voilà, derrière, il y a tout un ensemble dans le SI qui faisait partie de ce monolithe et qu'il a fallu, du coup, découpler en microservices et en micro-fontaines.
Nous, côté Calliope, on a été chargé de la partie front-end et eux sont gardés en place la partie microservice, donc toute la refonte du back-end. Du coup, les différents enjeux au moment où ils ont fait appel à nous, le premier enjeu, l'architecture. Voilà, leur point principal était d'optimiser leur architecture, leur monolithe, de l'exploser en microservices et micro-front-end. Et du coup, le tout pour améliorer différentes choses, comme leur time to market, comme les risques, la maintenabilité, la mutualisation, et, et tout ça, du coup, avec de la robustesse, de la performance, et surtout sans perte de fonctionnalité par rapport à la version qu'ils avaient déjà en ligne. Du coup, en détail, les micro-front-end, voilà, les micro-front-end, c'est assez connu. Son point principal, c'est la complexité, comme tous ces types d'architecture. C'est bien beau, ça a beaucoup de bons aspects, mais derrière, ça vous rajoute de la verbosité, ça vous rajoute de la difficulté d'interconnexion, ça vous rajoute des synchronisations à faire, des appels multiples HTTP. Et donc voilà, le premier enjeu était de proposer une architecture qui soit capable de répondre à toutes ces problématiques-là. Dans les principes qui étaient attendus dans cette architecture, 5 grands pôles. En premier lieu, l'évolutivité. Le point principal était de permettre à chacune des sous-parties du site d'évoluer de manière indépendante, de proposer des nouvelles fonctionnalités par rapport à la version existante, de les incorporer et de faire vivre tout le SI de manière séparée. Et non pas juste avec un seul déploiement à chaque fois qu'il y a une migration à faire de tout le récit. Puisque le principal problème du monolithe, c'est ça, c'est que dès que vous faites une modification, vous repoussez tout le monolithe et vous cumulez comme ça tous les déploiements qui peuvent être lourds, qui peuvent être longs et qui du coup sont souvent source de problèmes en termes de mise à jour. Du coup, le deuxième point, c'est la maintenabilité. Du coup, avec une programmation par composant, vraiment une hiérarchisation de l'application en domaine métier. Une modularité avec du coup la possibilité de répartir les charges sur différents groupes machines et de se dire que une partie du site va être hébergée à tel endroit, une autre partie à un autre endroit et que du coup on ne va juste pas saturer les bandes passantes, on ne va pas juste saturer les serveurs et les mémoires et du coup pouvoir cibler comme ça différentes couches métiers au travers de l'application. Parmi les principes abordés aussi, on avait la sécurité. Il faut se rappeler qu'on est sur un e-commerce. Donc on est sur une version en ligne, exposée grand public. Ce qui veut dire que tout est attaquable, comme tout ce qui est sur le web. Donc voilà, il fallait toujours répondre à cet aspect sécurité. Et puisqu'on doit découpler l'architecture, du coup, on décuple aussi le nombre de requêtes qu'on va faire. Et du coup, tous ces échanges sont de potentielles sources d'attaque. Et enfin, la scalabilité avec l'augmentation du nombre de ventes, l'augmentation du catalogue, puisqu'ils ont pour objectif d'améliorer encore leur service et de proposer, au-delà des objets physiques, des objets totalement dématérialisés, des services ou ne serait-ce que des logiciels dématérialisés. Ça peut être aussi de l'installation de machines, ça peut être du ménage. Et donc voilà, leur objectif à terme est d'augmenter leur catalogue et donc du coup de laisser cette petite possibilité-là d'accroissement de l'activité. Deuxième enjeu, du coup la reprise de l'existant. Il faut savoir que tout ce petit monolithe qui a plus de 15 ans d'expérience, à l'heure actuelle, on nous a fourni le cahier des charges, toutes les spécifications fonctionnelles, et on avait comptabilisé à peu près 50 000 règles de gestion différentes, cumulées et intégrées dans le système. Toutes ces règles de gestion étant toutes câblées avec des tests automatisés et tout un process de livraison. Donc voilà, un des objectifs majeurs, c'était de réussir à reprendre toutes ces règles de gestion, les transposer dans la nouvelle architecture
et ne rien perdre du coup des fonctionnalités du site. En détail, hein, plusieurs fonctionnalités. Déjà le routing, puisqu'on est sur un site public, on a du SEO qui est posé. Donc même s'il y a des pratiques de SEO qui peuvent permettre de rediriger les pages, c'est sur un référentiel comme ça, c'est un énorme boulot. Du coup, le catalogue produit a continué à proposer, catalogue produit qui en plus a des fonctionnalités d'affichage des prix en fonction de est-ce que vous êtes connecté ou non, en fonction des politiques, en fonction des promotions. L'authentification, puisqu'ils avaient déjà tout un système en place avec des providers qui étaient là. Donc, but du jeu, réussir à retransposer l'usage de ces providers. La sécurité, on l'a un peu évoqué. Le SEO, je le disais tout à l'heure, voilà, même s'il fonctionne par appel d'offres et par marché public, ils portent une grande importance au SEO pour leur visibilité. Donc, chaque produit doit être référencé, chaque article de contenu doit être référencé. Du tracking, donc toute une politique de tracking avec tout un plan de tagage qui est en place sur chacun des produits, sur chacune des actions. Et vous pouvez vous en rendre compte, hein, sur un nombre de références comme ça, ça laisse pas mal d'actions à prendre en compte. Et un point très important, vu que c'est un établissement public et étatique, l'accessibilité. Ils ont une obligation d'accessibilité en respectant le AA. Donc si vous ne savez pas ce que c'est simplement l'accès au site web à tout le monde, que vous soyez en situation de handicap visuel ou moteur, ou simplement que vous soyez dans une région reculée qui n'a pas accès à un Internet très rapide. Ça fait aussi partie de l'accessibilité, même si on n'y pense que rarement. Donc voilà, le but du jeu était de mettre en place toutes ces règles d'accessibilité et de les transposer sur la nouvelle architecture. Enjeu numéro 3, la montée en compétences. Là, aspect un peu plus humain que technique, puisque toutes les équipes en place côté UGAP sont toutes des personnes qui ne connaissaient que Java et jQuery, et qu'il a fallu embarquer avec nous pour la reprise un an plus tard. Donc en leur apprenant les bonnes pratiques de l'écosystème Vue.js, que ce soit du Vue ou du Next, en leur apprenant les nouvelles normes de JavaScript, puisqu'ils étaient habitués à du jQuery. Voilà, le SNext a apporté beaucoup de nouveautés. Et du coup, on est tout ce petit monde avec nous, donc par le biais de mise en place de conventions de code, par le biais de mise en place d'outils, par le biais d'une forte documentation aussi, avec des guides d'onboarding, des manuels utilisateurs, de comment est-ce que je crée un micro front-end, de comment est-ce que je l'incorpore, comment est-ce que je mets en place mes mécaniques d'échange entre les micro front-end. Et c'est là qu'a commencé le drame. Les micro front-end, donc quand on a démarré il y a un an, pour ma part, du coup j'ai été en charge de ce projet-là, puisque j'avais une petite ancienneté là-dessus, mais une ancienneté assez réduite, puisque j'avais participé à un projet de micro front-end, mais je ne l'avais jamais mis en place. Donc j'avais fait du développement dedans avec les contraintes qu'il avait déjà et les spécificités qu'il avait déjà. Et penser entièrement un environnement de micro front-end, ça ne s'improvise pas en claquant des doigts, c'est pas magique, ça se réfléchit. Donc j'ai pris des tutos, j'ai suivi des conférences, j'ai pris un petit peu tout ce que je pouvais, j'ai lu des livres, notamment Martin Fowler. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille en termes d'architecture. C'est un grand monsieur. Et du coup, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on définit comme un micro front-end ? Jusqu'où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'un simple bouton dans notre site est un micro front-end ? Est-ce que je vais jusqu'au niveau atomique ou est-ce que je dois avoir un petit peu plus d'abstraction sur des règles métiers et sur des ensembles métiers ? Donc voilà, première étape, ce découpage, cette granularité, et pour ça il existe deux approches dans l'univers du micro front-end. Vous avez l'approche horizontale et l'approche verticale. Du coup, l'approche verticale étant juste, j'ai un enchaînement de pages et chaque page est un micro front-end avec tout son contenu. Et l'approche horizontale étant, ma page est composée de plusieurs éléments qui ont tous un rôle indépendant, qui font tous partie d'un sous-ensemble et qui peuvent être en plus réutilisables, même si ça ne doit pas être la clé quand on crée un micro front-end. Donc du coup, voilà ces deux approches. Et pour notre part, une fois qu'on a établi les domaines fonctionnels et les différents composants qui nous intéressaient, notre analyse nous a fait partir sur une approche horizontale pour la simple et bonne raison que, ce sera un des points suivants, on a une certaine harmonisation à faire et un certain partage de travail en équipe. Il faut savoir que pour réaliser le projet, il y avait 5 équipes en parallèle.
ce qui n'est pas rien, 5 équipes composées de 5 à 6 personnes chacune. Donc il fallait, voilà, fallait réussir à bien reséparer les rôles de chaque personne, les rôles de chaque plateau, sur quoi est-ce qu'ils allaient travailler. Et pour le coup, l'approche horizontale nous semblait la plus appropriée. On a découlé ensuite ce qu'on appelle intégration et composition. Donc quand vous pensez micro-front-end et quand vous avez établi votre approche, il existe deux types d'intégration. Vous pouvez faire soit du build, soit du build time, soit du runtime. La différence étant où est-ce que vous chargez vos packages, vos librairies, vos micro-front-end. Résultat de l'analyse, faire du build time, même si quand vous regardez à l'heure actuelle ce qui se fait, ça reste une majorité des micro-front-end. Beaucoup prennent cette approche-là. En ce qui nous concernait, par rapport à la demande client, on résultait déjà un couplage trop étroit avec les dépendances. Quand vous faites du build time, toutes les dépendances sont chargées dans votre build. Et du coup, une simple mise à jour de dépendance vous oblige à repousser un petit peu plus que votre micro-front-end. Vous devez pousser des paquets entiers. Ça reste assez problématique. Et en plus, c'est pareil, vous avez un couplage assez étroit entre l'hôte, donc votre agrégateur de micro-front-end, et les micro-front-end en eux-mêmes, puisqu'ils doivent porter les mêmes versions de dépendance. C'était à notre sens pas tout à fait la bonne approche. Le deuxième point par rapport à la demande client, c'était aussi le mixage des technologies, puisque même si là on est dans un environnement, dans un écosystème entièrement Vue.js, dû à nos recommandations en premier lieu, parce que voilà, la promesse micro-front-end est que vos micro-front-end peuvent être dans n'importe quel framework. Vous pouvez faire un micro-front-end Angular, un micro-front-end React, un micro-front-end Vue. Et normalement, c'est censé fonctionner tout mixé ensemble. Il y a la théorie et la pratique, et dans la pratique, c'est pas aussi magique que ça. Et pourtant, c'est une demande du client. Donc nous, pour l'instant, rien n'emmenait à partir sur autre chose que Vue.js, mais sa demande est que demain, il puisse emmener un micro-front-end qui soit autre que Vue.js et que ça continue de fonctionner. Et pour ça, du coup, si on avait fait du build, ça complique un petit peu la donne parce qu'il faut anticiper beaucoup de choses dans le build où il faut le surcharger à chaque fois, ce qui ne nous semblait pas être le plus approprié. Et enfin, la taille du package final, puisque tout est incorporé dans le build, vous vous doutez bien, surtout en JS, que très vite on gonfle nos poids de build avec toutes nos dépendances. Ne serait-ce qu'un Vue, dès que vous installez Vue, vous avez déjà chargé plus de 100 modules NPM. Donc voilà, ça vous donne tout de suite un package qui est un petit peu important. Du coup, on s'est orienté sur le runtime. Et quand on parle de runtime, on parle de composition et de 3 types différents de composition. Vous avez ce qu'on appelle le client-side, le edge-side ou le server-side. Client-side, du coup, avec un assemblage final sur le client. Vous exploitez les ressources machine client. Edge-side, vous avez une couche de cloud. En fait, vous allez avoir un CDN qui va faire l'assemblage à votre place. Donc, tous vos micro-front-end sont rendus indépendamment côté serveur. Et à la fin, vous avez un cloud qui vient rassembler tout ça. Et sinon, server-side, c'est-à-dire que vous avez vos micro-front-end, vous avez un serveur qui va s'occuper de l'assemblage, qui va le délivrer à votre CDN ou directement à votre client. Et ces deux-là n'ont plus rien à faire, hormis accepter le rendu final. En ce qui nous concerne, du coup, client-side a été assez vite mis de côté par le client puisqu'il fallait faire de la transclusion. Et cette transclusion était quelque chose qui lui était impossible en termes de SEO. Donc transclusion, c'est vous avez vos scripts et votre client va refaire une requête pour interpréter vos scripts. Ce qui veut dire qu'en fait, vous chargez en premier lieu du JavaScript et que le JavaScript en termes de référencement, c'est très problématique sur nos moteurs de recherche. Donc il faut que tout soit pré-rendu en amont. Du coup, on s'est très vite orienté sur la partie server-side, histoire de se passer du couplage et de se passer de la transclusion. Et enfin, du coup, sur quoi on démarre? Est-ce qu'on fait tout from scratch? Est-ce qu'on a des choses pour s'aider? Comment est-ce qu'on va distribuer les micro-front-end? Vu le timing imposé et les exigences clients, on a voulu partir sur un framework. Du coup, plusieurs choix à cette époque-là. Donc, je replace les choses. On est fin 2020. Et en fin 2020, on n'a pas non plus 150 solutions pour faire du micro-front-end en Vue.js de manière rapide. Il existe certains produits, donc les plus connus à l'époque étaient Single SPA qui s'est lancé en 2015,
avant même que le terme de micro front-end apparaisse. Vous aviez du coup Isomorphic Layout Composer, donc appelé ILC, qui lui aussi était sorti en 2000. Je vais dire une bêtise, mais je crois qu'il était sorti en 2016 ou non, pardon, 2020 ILC. Mais il faisait déjà bien parler de lui. Et on serait aujourd'hui, vous me parliez ici de Webpack Module Fédération, mais malheureusement, Webpack Module Fédération est sorti en version stable 3 mois après le démarrage du projet. Raté. Du coup, pendant toutes ces petites recherches, Single SPA à l'époque ne faisait pas de server-side, ou en tout cas avec beaucoup de bidouillage. Donc un des autres acteurs du marché qui était en place depuis 2016, c'était Airbnb Hypernova, qui était du coup une solution de micro front-end pour React, puisque Airbnb est entièrement dans l'écosystème React. Donc ils avaient poussé un moteur qui était bien connu, qui était très stable, très fonctionnel. On a voulu partir dessus et on a regardé si quelque chose existait déjà pour une adaptation en Vue.js et bingo, on avait un petit framework qui s'appelait Ara Framework qu'on a lancé en POC, qui était déjà en version 3 quand on l'a utilisé. On a dit bon ça a bien démarré. C'est uniquement un portage d'Hypernova pour Vue. Ça nous donne des balises utilisables plutôt que des directives pour discuter. Donc petit POC, on l'a mis en place, ça fonctionnait bien. Go, on est parti là-dessus. Et là arrivent tous les problèmes. Le premier, la communauté de ce framework. Ce petit framework qui était bien, qui pourtant utilise un des plus grands standards, malheureusement, c'est une personne dans son garage, toute seule, qui n'a plus le temps, en tout cas qui n'avait pas vraiment le temps, du coup qui a proposé une architecture qui reste jeune, puisque même si Hypernova bouge très vite, du coup le portage sur Vue, faut que ça suive. Documentation, j'ai mis limitée, pour ne pas dire inexistante du framework. Trouver des sources viables, c'est une misère phénoménale. Du coup, on se dit toujours, c'est pas grave, je vais poser des questions, hein, il y a GitHub, il y a Stack Overflow, voilà, on sait tous qu'on y passe plus de 90% de notre temps. Et là aussi, manque de bol, produit très peu connu. Donc les réponses, il n'y en avait pas, les questions tombaient à l'eau. Le GitHub du projet, là aussi, le développeur aux abonnés absents les 3 quarts du temps. Donc un petit peu coincé. Du coup, on se dit, c'est pas grave, on va essayer de voir au niveau des retours d'expérience sur les micro front-end en Vue.js, voir comment ils ont accès, jusqu'à malheureusement très récemment des meet-ups qui parlaient, ou des conférences qui parlaient vraiment de micro front-end ciblées à ce point-là, il n'y en avait pas. Tout était abstraction ou tout était, voilà, je vous montre le basique du micro front-end et comment est-ce qu'on délivre un micro front-end. Donc là aussi, malheureusement, très peu de Rex. Et enfin, on se dit, c'est pas grave. Si ça avance pas, on détecte des petites choses, on va les mettre en place nous-mêmes et on va les pousser pour pouvoir en disposer. Sauf que nos pull requests sont bloqués depuis 8 mois. Sans réponse, sans traitement. Donc, du coup, mauvais choix. Problème numéro 2, l'harmonisation. Tout le design de la marketplace UGAP est fait par UGAP, par les équipes UGAP, qui nous fournit des maquettes à intégrer, mais qui nous fournit des maquettes de sites web, des maquettes complètes, sans découpage, sans choses comme ça. Et pourtant, ce design doit pouvoir s'appliquer sur toutes les équipes de développement, sur toutes les parties du projet. Donc du coup, il y a de la réutilisation de composants, il y a des variants à mettre en place. Qui dit, je fais un composant, je le mets à disposition, dit un autre plateau, moi j'en ai besoin, mais j'ai un cas d'usage que vous ne connaissiez pas, donc je l'ai modifié. Ouais, mais ton cas d'usage, il vient juste de faire péter mon cas d'usage à moi, et du coup j'ai des régressions sur mon développement. Et puis bien sûr, comme tout développement, ce serait bien beau si tout était en place et tout était net, sauf que les maquettes sont en perpétuel mouvement, et que à chaque fois que vous commenciez à pousser quelque chose, 3 jours plus tard, on a changé le code couleur. Bon, si c'est que ça va. Ouais, mais en même temps, on a rajouté quelque chose dedans. Merci. Et du coup, il a fallu mettre quelque chose en place. Donc, un des premiers éléments qu'on a assez rapidement identifié, même si au début, forcément, on s'est viandé, ça a été de mettre en place un design system, chose qui, malheureusement, est très peu, en tout cas, à mon sens, pas assez répandue sur les projets. Donc, un design system, tout simplement, une bibliothèque de composants
disponible à tout le monde, soit par le biais de plugin Vue.js, soit par le biais de web composants, mais en tout cas des composants sans logique métier. Juste des composants simples, atomiques, comme un Bootstrap ou autre. Donc du coup, on a mis en place une petite librairie NPM, on a créé une librairie NPM de composants pour distribuer ça. Et d'un autre côté, histoire que tout le monde puisse partager l'information, on a mis en place un playground interactif qui nous a servi de documentation. On a utilisé Storybook, il y a eu un meet-up d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur Montpellier.js, il y a eu un meet-up maintenant il y a quelques temps, avant Covid, mais en fait qui est toute une solution qui normalement là aussi est prévue pour React, mais qui s'adapte très bien avec tous les frameworks à l'heure actuelle, qui est une solution de playground. Vous mettez votre composant, vous pouvez directement interagir avec, vous lui filez des props, vous voyez son rendu, vous voyez comment il se comporte. Et en même temps, du coup, vous avez une jolie documentation qui vous dit voici quels sont les props, voici quels sont les types attendus, quelles sont les valeurs par défaut. Un outil très sympa à utiliser et très personnalisable. Problème numéro 3, le design, c'était une chose, mais il y a aussi la mutualisation des sources. Quand chacun part dans son coin, c'est bien joli. Mais quand vous avez à intervenir à droite à gauche et que chacun est parti dans son coin, les approches ne sont pas les mêmes, les références ne sont pas les mêmes, les conventions ne sont pas les mêmes, la façon de coder n'est pas la même, la version de CMScript que vous allez utiliser n'est pas la même, les plugins chargés ne sont pas les mêmes, bref. Le testing n'est pas le même non plus. Du coup, il a fallu improviser là aussi et commencer à mettre en place des petits outils dans la CI. Premier choix, du coup, une deuxième librairie. Une deuxième librairie qu'on pouvait partager, une librairie modulaire, puisque du coup, on a intégré différents utilitaires au fur et à mesure dans la librairie, mais le but du jeu était de ne pas trop alourdir. Donc, on a fait une petite librairie modulaire avec du tree checking. Donc, tree checking, si vous ne savez pas ce que c'est une élimination de code mort, tout simplement. Ça vous permet de charger des sous-modules de votre librairie, et tout ce qui n'est pas utilisé ne fait pas partie du build final. Voilà, ça vous permet d'avoir des librairies un petit peu pleines. La grande référence pour ça, c'est Lodash. Bootstrap le fait aussi dans du design system. Enfin, vous en avez pléthore maintenant qui mettent ça en place. Et la deuxième chose, du coup, une uniformisation. Donc, on a créé un project initializer dans la CI, un petit job Jenkins qui utilise un repo de template. Donc, on a mis en place un template de micro front-end avec tout un référentiel de démarrage, un petit boilerplate en gros, pour ce projet-là. Attention, ce n'est pas un boilerplate pour n'importe quel micro front-end. Mais un boilerplate pour ce projet-là, avec les outils de linter, les outils de formatage de code, les conventions, les listes de dépendances, les configurations, l'internationalisation, comment communiquer avec l'API, bref, tous ces outils-là, et du coup des exemples d'implémentation pour tout ce qui était un petit peu plus complexe. Problème numéro 4, les échanges. Une des questions qu'on ne se pose pas, puisqu'un micro front-end, dans l'esprit, est censé être quelque chose d'autonome, même s'il est autonome, ça lui arrive quand même de communiquer avec le reste. Ça lui arrive de communiquer avec son agrégateur, mais ça lui arrive aussi d'avoir à communiquer avec un autre micro front-end, même si l'usage en est un peu plus réservé. Notamment sur un cas tout bête, l'authentification. Vos micro front-end, ils doivent réagir indépendamment du système, mais ils ne vont pas tous avoir un système d'authentification. Mais par contre, ils doivent savoir à ce moment-là que vous êtes authentifié pour vous présenter un résultat différent. La gestion des erreurs. Votre micro front-end, il va pouvoir générer des erreurs qu'il va gérer lui-même, mais potentiellement, ne serait-ce qu'une belle erreur, je ne sais pas, 500 sur les serveurs, peut-être qu'en fait, vous voulez mettre tout votre site vitrine en carafe. Et non pas juste le micro front-end. Et surtout, un autre problème, le passage d'accessibilité. Première étape, on s'est dit, c'est pas grave, ça va pas aller très loin, on met des petites propriétés à chaque fois, on fait passer ça, on fait du props drilling, sauf que votre props drilling, très vite, ça devient immaintenable. Du coup, trouver aussi une solution d'accessibilité pour pouvoir le piloter depuis l'agrégateur et répartir ça dans tous les micro front-end. Et enfin, point qui sera abordé un peu plus en détail par Yann, les performances. Du coup, je le laisserai beaucoup plus en détail là-dedans. Mais oui, quand vous faites du micro front-end, vos performances sont réduites. Il y a des tailles de build, vous faites des requêtes HTTP multiples. Parfois, vous récupérez les datas en double parce que vous avez deux micro front-end qui ont besoin des mêmes datas. Il y a un temps de rendu. Bref, pour ça, nous, on a mis en place plusieurs petites choses assez simples ou pas à mettre en place. Mais en tout cas, il y a du lazy loading, il y a du pré-rendering, il y a du cache serveur avec Redis. On a fait des debounce sur certains appels, notamment pour le panier. Parce que c'est bien mignon
de cliquer 300 fois, mais si c'est pour à chaque fois mettre à jour votre panier, c'est un petit peu con. Ou même un champ de recherche, c'est bien mignon, mais je tape très vite sur mon clavier. Sauf qu'on a fait de l'autocomplétion. Ah, mince, j'ai tapé une lettre, je refais une recherche sur Solar. Et merde. Donc voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place, mais du coup, Yann vous en parlera bien mieux que moi. Et enfin, chose qu'on n'avait pas du tout anticipé, la stack technique. Là, c'était dans aucun manuel et ça, on l'a bien pris en pleine tronche. Premier point, bah ouais, quand vous développez tout en local et qu'il faut s'occuper et maintenir toute la stack, notamment les librairies, vous avez tout en local et pour utiliser vos librairies en local, vous avez une commande toute simple qui s'appelle npm link, qui fonctionne très bien en soi, hein. Sauf que bah, malheureusement, avec Vue et la config Webpack, ça rentre en conflit. Et je vais retenir mes mots avant d'insulter tout ce qui s'est passé. Mais ce qui se produit, c'est que quand vous êtes en train de faire votre build, au lieu de ne s'intéresser qu'à vos non-modules de votre package, il va aussi chercher les non-modules de votre librairie. Et vous avez juste votre watcher de compilation qui explose et votre machine qui se freeze. Magique! Deuxième point, le côté SSR. Bah oui, c'est bien beau de faire des composants et d'utiliser des librairies, mais il faut qu'elles soient compatibles. Et quand tout est chargé dans votre microfontaine, que votre microfontaine fait du SSR et que votre agrégateur fait du SSR, quand vous arrivez à la fin, ça ne marche pas. Le multi-repo, là aussi, toujours sujet à controverse. Est-ce que je fais un monorepo, est-ce que je fais un multi-repo? Nous sommes sur un multi-repo et du coup, bah, faut gérer toutes les versions en même temps, maintenir toutes les versions, se créer des attributs Git pour aller chercher les bonnes infos. Bref. Et surtout, bah, dernier aspect, Ara Framework propose une CLI et cette CLI vous charge un Webpack par défaut le plus léger possible. Et du coup, bah, un Webpack qui ne fait pas grand-chose. Donc bah, tout est manuel, toute la configuration est manuelle derrière. Et si vous n'êtes pas un expert Webpack, eh bah, vous cherchez longtemps dans la doc comment faire. Et du coup, bah, pour terminer, je suis pas mal dans le timing, si on devait le refaire maintenant, après toute cette année d'expérience en plus, qu'est-ce qu'on ferait autrement? Déjà, un choix évident, un meilleur écosystème. À mon sens, et là c'est un avis tout à fait personnel, même si on peut faire du micro-front-end avec Vue.js, et même si vous trouvez des sources, la plupart des choses évoluées que vous allez trouver sont toujours dans l'environnement React, malheureusement. Et transposer tout ce que vous allez voir dans l'environnement React à un environnement Vue, bah c'est long, c'est faisable, mais c'est long. Donc beaucoup de pertes de temps liées à ça. Choix d'une fédération plus packagée. Voilà, Ara Framework, hein, comme je vous le disais, bah, tout est manuel. Vous faites vos configurations Webpack manuellement pour chaque micro front-end. Tout est paramétrable, mais du coup, faut chercher pour tout. Donc il existe des solutions qui vont un petit peu plus vite et qui vont vous fournir des configurations beaucoup plus standards. Moins d'hésitation à créer des librairies. Là aussi, ça a été des échanges, mais les deux librairies qu'on a pu créer sont simplement nées de l'expérience et non pas d'instinct. Si je devais le faire maintenant, je n'hésiterais absolument pas à me faire des librairies NPM à tout va pour me faciliter la tâche. Et enfin, un point sur lequel j'ai déjà insisté un petit peu tout à l'heure, mais sur lequel je vais réinsister, le design system. C'est dans un univers de micro-front-end où tout le monde va bosser de manière séparée et où potentiellement demain vous avez peut-être même une autre entreprise qui va participer à un de vos micro-front-end, avoir une bibliothèque de composants que tout le monde peut utiliser et qui respecte bien le branding de la boîte, c'est juste indispensable dans un écosystème comme ça. Du coup, bah, je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on les fait maintenant ou après. Voilà, n'hésitez pas. Et en petit PS, parce que sinon je risque de me faire virer, on recrute. Ça ne se voit pas derrière le masque, hein, mais c'était un sourire ironique. Il n'y a aucun risque. Mais voilà, n'hésitez pas, on recrute sur des projets JS, des projets mobiles, des projets web, des projets PHP, pardon. Voilà. Ouais. Le design system, vous l'avez implémenté en Vue? Le design system, on l'a implémenté en Vue, on a monté une Vue CLI. Et dans un premier temps, on a délivré un plugin Vue. Donc une librairie qui pousse un plugin Vue et non pas du web component. Erreur. Erreur. Mais ça nous servira de leçon pour la prochaine fois. Très bien tant qu'on est dans un écosystème Vue.js, mais par contre on est verrouillé, il est verrouillé l'écosystème Vue.js. Ouais. Avec le recul, le choix du Pour ma part, non.
J'avais même démarré le projet sur un monorepo, mais là, c'est un choix du client et de son architecture que je peux tout à fait comprendre. En tout cas, je peux tout à fait comprendre les arguments, puisque chaque micro-front-end a sa propre vie. Il voulait aussi vraiment isoler chacune des choses, isoler chacun des repos, pouvoir les déplacer, pouvoir les faire vivre, monter des pipelines de développement sur chacun des repos. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Donc voilà, ça c'était un choix. Mais par contre, tant que vous êtes sur un micro front-end, c'est pas gênant parce que vous êtes sur un monorepo finalement. Mais le jour où vous avez à intervenir sur la stack et l'assemblage de la stack et la communication entre, le build à l'heure actuelle, on a 6 repos et le build à l'heure actuelle, chaque fois que je le démarre, me prend 15 minutes. Donc j'ai pas intérêt à redémarrer ma stack souvent quand même dans la journée parce que je vais pas faire grand-chose. Donc c'est un des petits problèmes et surtout, ouais, il y a le problème de bien être sur les bonnes branches au bon moment, de bien avoir fait ses pulls partout. Donc nous, on a utilisé un des repos qu'on a posé en master et sur lequel on a mis plein de commandes, plein de scripts dans le package JSON pour dire, vas-y, lance-moi des gits sur tous les repos, lance-moi des git fetch, des git pull, déplace-toi sur la develop tout le temps, fais le taf parce que sinon c'est immaintenable. Étude du client pour sa montée en compétences. Donc même complètement imposé par le client dès le début. Ils avaient fait un POC en interne pour pouvoir passer de jQuery et CommonJS à un framework. La courbe de montée en compétences de Vue.js est réputée, et à juste titre, pour être la meilleure. La documentation de Vue.js est fabuleuse. Et du coup, ils ont préféré partir là-dessus. Est-ce que le projet est en prod aujourd'hui? Le projet est en pré-prod, il est en train de subir toutes les phases de recette là et normalement il devrait sortir début janvier. Et entre le démarrage et ça durait combien? Ah là on a un an. Là. On est un an quasiment jour pour jour, enfin non, pas jour pour jour, mais à 10 jours près. Au niveau un chiffrage au début, une estimation de charge sur le coût. Ouais. Et du coup, au final, c'est... Pour le coup, on a 2 mois de retard sur la roadmap initiale. Dû à différentes raisons. Mais pour l'instant, on a 2 mois de retard sur la roadmap initiale et eux, ils ont une roadmap qui est encore en cours pour 2 ans derrière. C'est-à-dire que là, c'était juste la partie refonte. On reprend l'existant de la partie non connectée, on refait tout et toute la partie connectée bascule sur l'ancien monde. Et leur deuxième phase, c'est de basculer aussi la partie non connectée et ensuite d'intégrer des nouvelles features. Ils ont un comparateur de produits qu'ils n'avaient pas jusque-là, qui a été développé en parallèle. Ils ont des moyens de communication pour les devis et les fournisseurs qui sont en train aussi de mettre en parallèle pour l'espace connecté. Voilà, il y a différents projets qui se sont cumulés au fur et à mesure des avancées du produit. Ouais. Est-ce que vous avez mis en place un système de... Alors nous, on a mis en place des TU sur chaque composant et sur chaque élément qu'on allait faire pour couvrir les différentes règles de gestion qui nous étaient fournies. En revanche, le client a tenu à conserver toute la partie recette. Donc ils ont un Selenium qui tourne, qui est branché sur la CI et qui lance du coup toute leur batterie de test auto qui est héritée du legacy et qu'ils appliquent du coup sur le nouveau projet. Avec forcément quelques réadaptations, ils ont réécrit quelques scénarios de test, mais du coup, ils ont tout un Selenium qui tourne sur toutes les interfaces. Ouais. Ara, en fait, il te permet d'avoir un boilerplate de démarrage et surtout, je ne me suis pas trop attardé sur la structure d'Ara, mais Ara, en fait, la mécanique, c'est que ton navigateur va interroger un proxy Ara. Ce proxy Ara, du coup, va te rediriger en tout début sur ton hôte, sur ton application qui héberge, qui agrège le tout. Et cette application, elle a ce qu'on appelle des directives. Donc les directives, c'est des appels à un micro-front-end. Et chaque fois que dans ton site, il va trouver une directive, ça va repasser par le proxy. Et le proxy va aller chercher dans un cluster de micro-front-end. Donc tous les micro-front-end sont référencés dans un cluster à l'heure actuelle, tous ceux qu'on a exposés en tout cas. Et ce proxy, du coup, va chercher ce micro-front-end en fonction de la directive, peut lui passer des données, lui injecter des données. Il va le transpiler, c'est-à-dire qu'il va déjà nous le rendre entièrement côté server-side. Il va le ramener dans l'agrégateur va refaire une couche de server-side pour le SEO, et tout ça va être délivré à ton navigateur. Et chaque micro-front-end, du coup, lui, peut interroger sa source de données, va pouvoir être autonome.
Et l'intérêt de Hara, c'est qu'il nous fournit et le proxy et la mise en place du cluster. Et en plus, nous fournit du coup une CLI avec tout le portage d'Hypernova pour Vue.js. Et l'intérêt était surtout là, c'est que ce portage Hypernova pour Vue.js, c'est pas simple. Il y a du taf derrière. Moi, je me suis intéressé un peu à la librairie, du coup, pour essayer de résoudre 2-3 problématiques qu'on avait avec, notamment au niveau des performances de SSR. Et il y a du volume, il y a de la volumétrie. Donc, c'était pas innocent. Et pour le coup, avoir choisi un framework était une bonne idée sur ce projet-là, vu le timing qu'on avait. Maintenant, voilà, tu m'aurais donné 2 ans de plus, je t'aurais dit, ouais, on part directement sur Hypernova et on fait notre surcouche nous-mêmes. Mais là, pas le temps. Et malheureusement, pas forcément le bon choix non plus sur Hara Framework, mais en tout cas, il nous donnait vraiment tout ce starter kit de fédération de micro-fontaines. Ouais. C'est peut-être un peu naïf, mais pourquoi pas avoir forqué et... Parce que pour l'instant, il n'est pas abandonné le repo. Donc, c'est de l'open source. Donc, dans un premier temps, on a laissé la main à l'open source et la responsabilité à l'open source. Et en ce moment, c'est en étude côté client. Donc, on va déjà faire la mise en prod avec. C'est pas grave. On a bidouillé ce qu'il fallait bidouiller pour que ça marche. Donc, la première mise en prod va se faire comme ça. Et par contre, on est en train de, avant de quitter le projet, on est en train de faire un POC de remplacement de Hara. Et parmi les options possibles, effectivement, faire un fork qu'on rendra privé et on rendra la solution propriétaire, non commerciale, mais propriétaire. Mais voilà, par respect pour l'auteur, de base, on est resté sur la solution open source et on a essayé de lui faire progresser sa version, puisque tout l'intérêt de l'open source, c'est ça, c'est que la communauté permette de faire évoluer le truc. Mais pour ça, il faut que les pull requests soient acceptés. Ouais. Ouais. Ça aurait pu être prévisible, mais quand tu regardes la date de sortie du framework, il avait même pas 1 an quand on a commencé le projet. Donc pas avoir énormément d'étoiles. On parlait quand même d'un sujet de niche, hein, les micro-fontaines, voilà, ça reste quelque chose de niche, donc c'est pas du grand public. Tu fais ça pour des projets qui vont le nécessiter. C'est pas l'architecture que tu vas mettre en place pour faire un blog ou pour faire un site vitrine basique. Tu mets ça quand il y a, voilà, quand il y a un vrai potentiel et une vraie problématique de poids et de maintenabilité et de scalabilité de ton produit. Mais du coup, c'était pas un indicateur de vraiment bloquant, en tout cas. Le premier indicateur que j'ai regardé, moi, c'est quand on a commencé, de quand datait la dernière version et est-ce qu'on n'était pas encore sur une version alpha ou une version bêta. Le projet était en version 3, on dit, il a quand même commencé à vivre, quoi. Il a vu le jour. En plus, l'éditeur d'Hara Framework est un participant actif sur Hypernova. Il pousse régulièrement sur le repo. Donc, je me suis dit, bon, il est là, quoi. Il connaît son sujet. Bon, pour le coup, je pense qu'il a simplement un manque de temps. À mon avis, pas un manque de volonté, pour le coup. Parce que vu le boulot qu'il a déjà fait, je pense même qu'il doit être un peu dégoûté de le laisser à l'abandon. Mais l'effet est là. Ouais. En termes de... mis en place... Non. Pour moi, non. Pour l'acceptable, je te dirais oui. Mais moi, quand je vois certains rendus encore qui sont un petit peu lents, surtout qu'on n'a pas pu le faire sur tout, hein. On a, ne serait-ce que le pre-rendering, on ne s'est pas amusé à le faire sur tous les composants qu'on a pu faire ou tous les micro-fontaines. On a ciblé les plus lents. Donc c'est une idée à poursuivre. Tu vois, il y a plein d'optimisations encore à poursuivre. Le Webpack, c'est pareil. Le Webpack, puisque tout est manuel, l'optimisation est manuelle aussi. Donc tous les paramètres d'optimisation, on y allait un petit peu à tâtons, voir un petit peu ce qui marche pas, ce qui optimise pas. La librairie, la première version, elle n'était pas en tree checking non plus. Et puis ouais, au début on avait un utilitaire, elle pesait 10 kg la librairie, on s'en foutait. Puis on a commencé à augmenter un petit peu le truc, et puis la librairie, elle a fait 20, 30, 40, 50, 100 kg. J'en ai déjà 300 des librairies qui me font 100 kg, je commence à avoir un build épais. Donc allez hop, petite refonte. On fait du sub-module, on redivise tout ça, on fait du tree checking. Oh tiens, on revient un petit peu. C'est plein de petites optis comme ça qui font le truc. Mais moi, je te dirais à l'heure actuelle, je ne suis pas satisfait des résultats. Je pense que si demain on fait passer un ranking, on va avoir une note assez basse dessus. On ne va pas avoir une note catastrophique, mais une note assez basse.
beaucoup en tout cas, Damien.